L'invité de MC Première. Mercredi, ce sera la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Selon les statistiques, compte tenu de l'accroissement de la durée de vie, le nombre de patients atteints par cette affection aura doublé en 2020. La maladie, on le sait, a des conséquences sur les malades et les familles. Bonjour Caroline Coutel. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes chef de l'unité Alzheimer du CHS, le centre hospitalier spécialisé. Première question, c'est quoi la maladie d'Alzheimer ? Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurologique et dégénérative, c'est-à-dire qu'on assiste progressivement à une destruction des connexions neuronales au niveau du cerveau, avec pour conséquence ce qu'on connaît le plus fréquemment, donc le trouble de la mémoire, mais aussi une perte des différentes fonctions, du savoir-faire, de l'orientation. Et on dit souvent que les malades n'ont plus la mémoire d'avant, antérieure, mais ont la mémoire du présent. Est-ce que c'est ça ? Alors c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le premier signe, c'est la perte de la mémoire récente, alors que les souvenirs anciens sont longtemps préservés. Et petit à petit, voilà, ça fait un petit peu comme une tache d'huile, moi. Ça s'étend et on perd jusqu'aux souvenirs les plus anciens. C'est pour ça que certains malades se rappellent de leur enfance et non plus de leur présent actuel. C'est une maladie qui touche beaucoup de personnes en Nouvelle-Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie, on estime qu'il y a environ pas loin de 2000 personnes qui sont touchées. Sur le CHS, on a environ 230 à 250 nouveaux cas par an. Mais je pense qu'elle est sous-diagnostiquée parce qu'il y a une inégalité de prise en charge un petit peu en fonction du territoire et des particularités culturelles. Ça n'est pas forcément considéré comme une maladie dans toutes les ethnies, en fait. C'est-à-dire ? Pour certains, c'est un vieillissement normal ou ça peut traduire une malédiction. Vous voyez, donc ça n'a pas forcément une connotation médicale de maladie. Et vous devez prendre en compte ces particularités lorsque vous traitez ces malades. Comment vous y arrivez ? J'imagine que ça ne doit pas être évident. C'est pas si difficile que ça, mais c'est vrai que ça demande énormément d'écoute. Avec les familles. D'explication. Et d'explication. Comment est diagnostiquée la maladie aujourd'hui ? Alors, la maladie, elle est diagnostiquée en consultation. Avant tout avec un entretien ou des entretiens qui sont assez longs, entretien avec la personne malade et avec la famille pour savoir quel est le retentissement des troubles sur le quotidien. Après, on passe un certain nombre de tests quand c'est possible, parce qu'évidemment, pour passer des tests, il faut quand même avoir un certain niveau scolaire, on n'a pas de tests adaptés, par exemple, à des personnes illettrées. Mais bon, on arrive, on se débrouille. Et donc, il y a aussi une imagerie, scanner ou IRM, mais le diagnostic est avant tout clinique sur la façon dont la personne se comporte, les troubles qu'elle présente et les tests psychométriques. L'imagerie, qu'est-ce qu'on voit dans ces scanners ? On ne voit pas grand-chose, en fait. L'imagerie, elle est essentielle pour éliminer une autre cause de démence qui pourrait être une cause curable, comme une hydrocéphalie à pression normale ou une tumeur cérébrale. Ce qu'on voit, c'est une atrophie du cerveau, un cerveau qui serait un petit peu moins musclé, si je puis dire, et une atrophie qui prédomine dans certaines régions. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? Une personne qui devient malade petit à petit, est-ce qu'on peut le savoir ? Je pense que le premier signe, c'est effectivement le trouble de mémoire, mais tout le monde a des troubles de mémoire. Je veux dire, on en a à l'adolescence, on en a à l'âge adulte. Le trouble, c'est peut-être la première chose qui doit alerter. Ce qui doit surtout alerter, c'est peut-être une modification dans le comportement aussi, avec des gens qui, n'arrivant plus à faire certaines choses, se détachent un petit peu et je ne sais pas, la maison est peut-être moins tenue, les courses sont moins bien faites, une négligence pour la cuisine, une moindre envie de rencontrer les personnes extérieures. Alors, à l'occasion de cette 23e journée de la maladie d'Alzheimer, il y a France Alzheimer qui a publié une étude intéressante. C'est une enquête nationale sur les aidants. Les aidants, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce qu'on considère comme aidant, c'est très souvent la personne qui n'est pas forcément le conjoint ou un enfant, mais qui est la personne qui va prendre en charge le plus souvent la personne malade.
Donc c'est pour ça qu'on l'appelle pas l'aidant naturel, parce que l'aidant naturel voudrait dire que c'est effectivement le conjoint, mais or le conjoint est souvent lui aussi une personne âgée, donc avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Donc on parle d'aidant principal, c'est celui sur lequel on va faire un petit peu reposer toute la prise en charge. Ça peut être l'enfant par exemple. Ça peut être un enfant, ça peut être effectivement le conjoint, mais ça peut être une autre personne aussi. C'est souvent une seule personne malheureusement qui prend en charge. Et cette enquête fait ressortir que les aidants, c'est une charge de travail très, très difficile pour ces personnes. Il y a un aidant qui dit, par exemple, la maladie ne nous quitte jamais. Le matin, c'est la première chose à laquelle nous pensons. La journée, elle se rappelle constamment à nous. Le soir, nous prenons nos dispositions pour passer la nuit, une nuit sereine. Et la nuit, quand elle ne nous réveille pas, elle s'invite dans nos rêves. Tout à fait. Tout à fait. On considère, je crois qu'il y a eu une enquête, je ne sais plus si c'est France Alzheimer, mais on considère que l'aidant principal fournit environ 60 heures de travail par semaine. Ce qui est énorme quand on sait que, par exemple, sur le territoire, le maximum des aides que vous pouvez avoir à domicile, je crois que c'est 60 heures par mois. Et les aidants, évidemment, sont souvent en activité professionnelle. Ça veut dire que l'entreprise a une responsabilité également, selon vous ? Alors oui, il peut y avoir des aidants en activité professionnelle. C'est vrai que moi j'ai des aidants qui ont cessé de travailler pour s'occuper de leurs parents. Et ceux qui n'ont pas cessé de travailler, évidemment, là c'est un peu plus compliqué. Un malade aujourd'hui, est-ce qu'il peut rester dans sa famille ? Oui, il peut rester dans sa famille. Alors ça dépend un petit peu du tissu qu'il y a autour du patient pour l'aider. Ça dépend de la forme de la maladie, parce que tout le monde n'a pas la même expression de la maladie. Il peut rester jusqu'à un certain point, un certain temps. Il y a un moment où la charge est vraiment trop importante, sans que le maintien à domicile ne compromette la santé éventuelle de l'aidant. On continue à parler de la prise en charge tout à l'heure. Caroline Coutel, on vous retrouve à partir de 7h10.